es haineux. Tu es haineux. Pourquoi tu dis tu es haineux? Tu n'aimes pas le président, tu es haineux. Mais or, le contrôle citoyen doit être fait pour n'importe quel président. Tu es haineux, tu n'aimes pas le... Tu es haineux. Donc, en fait, il faut te taire. Le point est là, non? Si même s'ils ont mis 35 milliards, ferme ta bouche. Le pont, là, on roule sur le pont. C'est de ça qu'il s'agit. Le contrôle citoyen du gouvernement. Mais pourquoi on contrôle? Parce que c'est notre argent qui est aussi investi en partie. Même s'il y a des partenaires privés étrangers qui ont mis de l'argent, mais nous, notre part, là, on doit savoir ce qui a été investi dedans. C'est la chose la plus normale. Où est la haine qui se trouve là-dedans? Parce que le contrôle citoyen de la politique, d'accord, de nos gouvernants ne fait pas partie de nos ADN. On n'a pas l'esprit critique. On n'a pas l'esprit critique. Et ça, c'est mauvais. C'est très mauvais. Mais vous pensez que celui qui est au pouvoir, quand ses militants réagissent de la sorte, il ne sait pas. Il sait très bien. Mais est-ce que ça l'arrange ou ça ne l'arrange pas? Mais ça l'arrange largement. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Il sait qu'il n'aura pas, en tout cas, même s'il y a des voix qui s'élèvent sur ces pratiques, il sait que ces militants ne vont jamais accepter qu'on ait l'esprit critique. Or, l'esprit critique va au-delà des partis politiques. Vous voyez comment on est encore loin de ce que l'on pense? Camp confondu, n'importe quel camp confondu. Vous voyez comment on est loin de ce que l'on pense. Et pourtant, on pense qu'on est des gens très, ils aiment le mot là, civilisés. Hein, très civilisés, on a fait des bons... Vous voyez déjà, là je vous parle juste du comportement. C'est le comportement. Là je vous... Et vous-même quand je parle de ça, au plus profond de vous, vous savez qu'on a des réactions de la sorte. Donc on est encore très loin du compte de vraiment dire comment en fait, d'accord, une masse doit avoir une conscience politique. Une masse doit avoir... Est-ce que ce que je dis là, c'est impossible? C'est pas impossible, c'est largement possible. Et il y a plusieurs moyens. Je vous ai donné l'exemple de TikTok. Même s'il y a des excès, mais vous voyez que sur TikTok, il y a des choses qui sont possibles. Des Ivoiriens de différents camps peuvent s'asseoir souvent et échanger. Chose qui semble impossible dans la vie de tous les jours, surtout quand il s'agit des acteurs politiques. Donc, il ne faut pas vous sous-estimer. Je vais continuer encore sur un autre élément qui sera intéressant, ma foi. Attendez. Tac. Dénonciation des abus. Dénonciation des abus. Des hommes politiques abusent de certaines femmes au sein de l'administration. Le scandale éclate, pouf, on ferme. Et souvent même, ce sont des femmes qui disent, qui viennent dire ici, c'est ça on n'a jamais vu. Quel homme politique qui n'abuse pas des femmes? Arrêtez ça. Si vous avez la haine contre ce monsieur-là, laissez. Voici un danger. C'est-à-dire un criminel en veste, un criminel, d'accord, en veste, a pour âme son phallus. Et lui, avec son phallus, il détruit des femmes parce qu'il a du pouvoir politique. Mais d'autres femmes, au lieu d'être conscientes du pouvoir et de ce danger et de cette habitude incestueuse, ce sont d'autres femmes qui vont venir se mettre même souvent sur des plateaux de télé, défendre ce genre d'accord de comportement. Oui. On dit que cet homme politique est un danger pour la gente féminine. Parce qu'il est très haut. Lui, il abuse des femmes. Qu'elles veulent ou pas, il abuse des femmes. Et puis, il y a des femmes qui disent, si vous avez la haine contre ce monsieur-là, dites. C'est pas ça, on n'a jamais vu dans le pays-là. On sait comment ça se passe. C'est aujourd'hui, là, tu vas venir sortir pour dire ça. Vous n'avez pas vu des comportements comme ça des femmes? Et c'est grave. Quelle est la différence entre un homme en costume qui est dans un parti politique qui est au sommet, qui utilise son phallus pour abuser, d'accord, des pauvres femmes, et un criminel notoire qui se balade avec une arme à feu et qui élimine des gens? Ce sont tous des criminels. Et il faut avoir le courage, d'accord, d'avoir ce genre de comportement et de dénoncer cela. On a l'impression que même souvent les personnes qui viennent dénoncer cela sont même aujourd'hui des personnes qui sont minoritaires. Tu te poses des questions, est-ce que moi-même je suis normal? Est-ce que je suis normal? Parce que ce que tu dis là, qui est censé être normal devient une anormalité. Est-ce que vous comprenez? Cela devient quelque chose qui ne semble pas normal. Donc, le criminel en costume qui règne avec de son phallus sur les femmes, sur la gente féminine, devient quelqu'un de normal. Tout cela fait partie de la conscience politique. Les choses qui semblent
anormales et qui détruisent des vies au quotidien doivent être dénoncées de telle sorte que, d'accord, le citoyen et la citoyenne qui, dans son silence, se dit qu'elle est inférieure parce que l'homme, il est au-dessus, se disent que c'est ma République. C'est pour moi aussi. Le pays, là, c'est pour moi. C'est possible d'atteindre cet objectif. Oui, je ne suis pas en train de rêver. C'est possible à une seule condition, qu'on ait une conscience politique. La lutte contre la corruption, j'en ai plusieurs fois parlé. Le plus gros mal qu'il y a dans notre pays et dans la plupart de nos pays, la corruption. Ah, ça, je pense que les pasteurs qui aiment chasser les démons, vous devez vous mettre ensemble et faire un jeûne de 5 mois pour lutter contre ce démon de corruption en Côte d'Ivoire. Parce que le démon de la corruption est le démon le plus rassasié qui puisse exister en Côte d'Ivoire. Je m'adresse aux pasteurs. Oui, parce que les pasteurs ont des pouvoirs. Surtout quand il s'agit des tractations politiques, on voit des pasteurs pro 4e mandat, des pasteurs qui disent qu'il n'y a pas de 4e mandat. Faites des jeûnes à sec pendant 6 mois. Parce que le démon de la corruption, il est rassasié en Côte d'Ivoire. Ce démon, il est tellement rassasié qu'on ne voit plus sa tête. Sa tête est rentrée dans son cou et dans son ventre. Oui, la corruption, c'est le plus gros démon. Je peux vous dire que si le démon de la corruption est vaincu en Côte d'Ivoire, il est vaincu en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai dit 5 mois parce que ce démon-là, il est très rassasié. C'est un démon qui a existé sur tous les régimes en Côte d'Ivoire. Mais le démon n'arrête pas de grossir et de grossir. On ne voit plus la tête du démon. Tellement il a grossi, sa tête est rentrée dans son ventre. Le démon de la corruption. Parce que quand on vous parle de la corruption, vous pensez que c'est seulement une affaire d'argent. C'est pas une affaire d'argent. Hein? La corruption, là, elle commence de la vendeuse d'eau jusqu'au palais présidentiel. Celui qui travaille à la présidence, et non même le président lui donne une tâche, une mission. La mission fait 4 milliards. Lui, il ajoute 2 milliards. Il prend ses 2 milliards. Celui qui est le DAF, il fait pareil. Il prend 1 milliard. Celui qui est en bas, lui aussi va prendre 500 millions. Jusqu'à ça tombe à 20 millions, 10 millions, 6 millions. C'est ça la corruption. Là, je vous parle d'argent. Je vais vous donner une autre sorte de corruption. La corruption. Le gars vient. Le Libanais, il vient. Il sait qu'il n'a pas accès à un terrain. Mais il vient et puis, il te donne des cadeaux en nature. Des cadeaux en nature et et il prend le terrain. Il n'a pas accès au terrain. Et normalement, selon un code, il n'a pas le droit. Mais il pense à une forme de corruption. Toi qui es sur la route, tu es policier avec ton sifflet. Pip, pip, tu siffles. Des terreaux rentrent avec de la marchandise. Mais ils savent que vous n'avez pas par habitude de contrôler. Quand tu demandes le permis, là, tu lui dis de glisser un pied dedans. Oh, c'est un terreau qui rentre. Mais tu imagines le dégât qu'il a fait dans ton pays. À cause de ton acte de corruption, tu crées la mort. La conséquence d'accord de la corruption, c'est la mort. La conséquence de la corruption à toute échelle, dans les mairies, dans nos papiers, nos passeports, tout ce qu'on fait, c'est la mort. Donc, il ne faut pas jouer. Le plus gros démon qui existe en Côte d'Ivoire, c'est la corruption. Et les Ivoiriens sont habités par ce démon de la corruption qui fait que du plus haut sommet, d'accord, à la population en bas, il n'y a pas d'effet de surprise. Comme au Sénégal. Au Sénégal, là, on ne pensait pas qu'un juge au Conseil constitutionnel allait dire merde à Macky Sall. Ça existe au Sénégal. Dans certains pays, ça existe. Parce qu'il y a des hommes de valeur. Il y a des femmes de valeur qui sont incorruptibles. Que tu sois Ouattara, que tu sois Gbagbo, que tu sois Tidjane Tiamo, que tu sois je ne sais qui, que tu sois Assalé Timoko. Eux là, si le droit doit être appliqué, c'est le droit et rien que le droit. Donc, comme en Côte d'Ivoire, ce genre de pratique et de comportement, c'est un miracle, nous convions tous les pasteurs de Côte d'Ivoire de faire un jeûne à sec de 5 mois. De telle sorte que Dieu puisse descendre et puis prendre ce démon de corruption qui est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Zoro Epiphane Bibalo. Zoro Bibalo Epiphane, qui travaille avec le gouvernement RHDP. Lui-même, il a dit que la corruption fait perdre 1200 milliards à la Côte d'Ivoire. 1200 milliards à la Côte d'Ivoire. Mais 1200 milliards, c'est une bonne partie du budget d'État. Parce que souvent, il y a des postes ministériels même qui n'ont même pas 1200 milliards. Parce que je pense que le ministère de l'Éducation nationale, je crois, a eu 1500 milliards cette année. Mais tu as des ministères qui n'ont pas 1200 milliards. Donc, ce que je suis en train de dire, ça peut sembler drôle, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut véritablement... Le vrai fléau en Côte d'Ivoire, c'est la corruption.
comme à l'époque, les gens parlaient du Nigeria. Mais aujourd'hui, on est corrompu à toute échelle. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui ne va pas faire plaisir, aux gens. Mais c'est un fait. Allez demander à tous les travailleurs, demandez à tous ceux qui sont partout, ils vont vous le dire. Et puis, il faut de la pression pour plus de transparence. Pression pour plus de transparence. Vous allez vous aborder, par exemple, la plupart des sujets où il y a des attributions de marché. Ou même sur la déclaration de patrimoine de nos hommes politiques. Et surtout les tenants du pouvoir. Vous savez que normalement, M. Ouattara même a mis en place, d'accord, dans nos nouvelles lois, la possibilité, même pas la possibilité, l'obligation de déclarer notre patrimoine. C'est-à-dire, avant de venir aux affaires, je dois venir dire combien j'ai sur mon compte en banque, sur des comptes en banque, combien je possède au niveau patrimonial, c'est-à-dire des biens et autres. Je déclare mon patrimoine. Mais au-delà de la déclaration, parce que la déclaration ne doit pas se faire en catimini, puisqu'il s'agit de transparence, il faut qu'on nous dise clairement que M. Alassane Dramane Ouattara possède une villa à Cocody, une villa à Assini, il possède 50 ou 70 millions de francs CFA sur son compte, ou même s'il possède des milliards. On a vu le cas de Nicolas Sarkozy qui n'aimait pas dire ce qu'il avait. Mais vous avez vu Nicolas Sarkozy, on a déclaré. La loi, c'est la loi. Donc il faut que nous, c'est-à-dire citoyens, quand on veut embrasser une carrière politique, on ait le courage. Si on possède des milliards avant de rentrer dans la politique, on doit déclarer notre patrimoine de telle sorte que même si tu remplis le mandat, quand tu vas déclarer ton patrimoine, on va voir comment ton patrimoine, d'accord, a quadruplé. Ce n'est pas... Oui, c'est dans la théorie, mais il faut que cela soit pratique parce que c'est écrit dans les lois. C'est écrit dans les lois. Mais si je vous dis clairement aujourd'hui combien Alassane Dramane Ouattara possède sur son compte, vous ne pouvez pas le dire. Quels sont les biens d'Alassane Dramane Ouattara? Ce sont des lois. Et les autres pays le font. Le Sénégal, ils l'ont fait avec Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Donc en Côte d'Ivoire, il faudra aussi faire cela. Il faut insister que vos dirigeants puissent déclarer leur patrimoine, ce qu'ils possèdent sur leur compte, ce qu'ils ont comme bien. C'est très important pour pouvoir gérer le pays dans la transparence. Le dimanche dernier, j'étais sur le panel de mon frère Kevin Thiam. Excusez-moi, accordez-moi un petit instant. Il y a ma fille, je vais faire un petit bisou à ma fille parce que elle n'était pas trop top. Bon, c'était le petit moment, l'instant réclat, le petit moment publicité. Donc, j'étais en train de dire que la transparence est très importante. Le dimanche dernier, j'étais en train d'échanger avec, sur le panel de Kevin Thiam. Vous savez que Kevin Thiam, il est juriste, hein, Kevin Thiam. Et puis on parlait, c'était sur le sujet Charles Blé Goudé et autres. Et j'ai dit comme ça, la libéralisation de l'audiovisuel. Bon, pour expliquer de façon claire, vous savez que depuis quelques années, à peu près, je crois 2009, qu'est-ce que je raconte? Depuis 2014, 2016, je sais plus. Vous savez que maintenant, on a plusieurs chaînes. On a plusieurs chaînes. Au niveau, on a NCI, on a Live TV. Après, il y a d'autres chaînes, A+, et autres. Mais je vais parler des NCI, Live TV, d'accord, 7 Info. Et voilà, c'est des chaînes privées. Et vous savez, pour obtenir une chaîne, pour être responsable d'une chaîne, il y a un cahier de charges qu'on vous donne. C'est-à-dire que ce cahier-là, vous devez respecter tout ce qui est dedans. Et puis après, c'est la ACA, qui est la haute autorité de la communication audiovisuelle, qui va décider que ceux à qui ils ont attribué ces marchés. Et j'étais en train de dire, mais ironie du sort, la plupart des gens qui ont obtenu ces marchés-là, les groupes qui ont obtenu ces marchés, sont des gens qui sont proches du pouvoir. Il y a soit une influence politique ou un rattachement économique. Et ils me demandaient comme ça, mais est-ce que tu as la liste des personnes qui sont allées candidater? Ils étaient 10. Au total, il y a 7 qui ont été pris. Mais j'ai fait des recherches. En fin de compte, on m'a dit d'écrire au ministère de la Communication pour qu'ils puissent me communiquer cela. Normalement, il n'y a même pas de tabou à voir déjà qui sont les compétiteurs, qui sont ceux qui sont allés soumettre leur projet, mais on n'a pas connaissance des personnes qui sont allées compétir dont leurs dossiers ont été rejetés. Ça déjà, c'est une grosse faute.
Parce que le citoyen a le droit d'être conscient de savoir, même si on n'a pas le détail du cahier des charges, mais il faut qu'on comprenne qui sont, et puis quels sont les critères sur lesquels ils ont été rejetés. Parce que je ne vois même pas ce qu'il y a des tabous là-dedans. Si NCI, dont monsieur Loïc Folorou, qui est le beau-fils de monsieur Ouattara, a vraiment remporté, tant mieux. Si monsieur Fabrice Aouillon de Live TV, qui était celui-là qui a conduit la campagne sur le plan communication publicitaire de monsieur Ouattara, a respecté le cahier des charges, tant mieux. On veut savoir et comprendre. Si monsieur Kaboré Philippe, qui est le fils de madame Henriette Dagri Diabaté, qui est la grande chancelière, d'accord, et qui a accompagné monsieur Ouattara dans sa vie politique, a vraiment remporté, tant mieux. Mais on veut avoir une transparence de ces choses-là. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est criminel de s'exprimer de la sorte? Non! Mesdames et messieurs, non! Souvent, on cherche le diable un peu partout, mais on a l'impression que quand on est citoyen aujourd'hui, tant que on parle de certaines choses qui semblent électriques et friser un petit peu et rendre électrique un peu le débat, automatiquement on te classe, on te dit non, tu es quelqu'un qui est rebelle à la République. Ça n'a rien à voir. C'est la moindre des choses. Parce que ceux qui vont consommer, ceux qui vont suivre vos médias, ce ne sont pas des gens qui sont forcément RHDP. Sinon, vous allez créer des médias forcément RHDP. Mais ce sont des Ivoiriens tout court. Donc, la moindre des choses au niveau de la libéralisation, et il y a plein d'attributions de marché comme ça, il faut plus de transparence parce que cela permet d'avoir une saine concurrence. On ne peut pas faire du marché de gré à gré parce que je suis dans le même parti politique que toi, d'accord, que tu vas me donner des marchés. Tu me donnes des marchés parce que j'ai les compétences. Tu me donnes les marchés parce que tu te dis que c'est un citoyen ivoirien qui va compétir comme toute autre personne. Vous voyez ? Sur ce plan-là même, on n'a même pas besoin. Au contraire, ça crée une saine concurrence. Un homme veut créer sa boîte de sécurité, c'est pas parce qu'il est RHDP que je vais lui donner le marché. Non, il y a un cahier des charges. Est-ce que tu respectes les cahiers des charges? Tu me dis même je suis RHDP, j'ai dit je ne te parle pas de ça. Moi je cherche quelqu'un, tu as une boîte de sécurité. Est-ce que tu remplis les conditions? Celui qui est PPACI, celui qui est PDCI, je m'en fous. Je veux celui qui va me garantir mon marché et mon site sera bien sécurisé. Est-ce que tes machines là, tes SSI là sont normes? Est-ce que tes extincteurs sont normes? Est-ce que tes DAS sont normes? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela on n'évolue pas. Et vous verrez que même celui qui est PDCI, qui est PPACI, s'il obtient des marchés sur une gestion qui est RHDP, il va vous dire la politique c'est autre chose. Mais quand il s'agit de marché, quand on va compétir, on est tous sur le même pied d'égalité. Pourquoi cela n'est pas possible? Bon, de toutes les façons, la corruption, zéro corruption, ça n'existe nulle part. Mais déjà, faire des efforts, c'est très important. D'accord? Faire des efforts, c'est très important. Et moi, à titre personnel, quand je parle de conscience politique, mesdames et messieurs, c'est de cela que je parle. Et je ne le dis pas parce que c'est un rêve. Cela peut être une réalité si on a la conscience politique, nous tous, on a l'audace politique, nous tous, et on en rêve. Maintenant, la société civile. Ça, c'est un truc. On a l'exemple de Pulchérik Balé. Aujourd'hui, Pulchérik Balé est cataloguée comme une pure opposante. Si ce n'est qu'elle est PPACI ou peut-être GPS. Mais elle fait partie de la société civile. Et la société civile doit même s'écarter même un peu. Je trouve que la société civile doit s'écarter des partis politiques. Moi, à titre personnel, je trouve que la société civile doit même s'écarter, doit avoir plus de poids quand il faut s'exprimer pour les citoyens que les partis politiques. Ça, c'est le futur challenge qu'il faudra avoir, d'accord? Les sociétés civiles doivent avoir plus d'ampleur, il faut donner plus de poids et que la société civile parle, qu'elle fasse de la pédagogie, qu'elle enseigne. D'accord? Il ne faut pas qu'elle se substitue, qu'elle soit inférieure aux partis politiques. Il faut que la société civile donne du temps. Donne du temps. C'est très important. Ça va être compliqué, ça va changer des habitudes ivoiriennes, mais il faut qu'on arrive à cela. Et il faut que les partis politiques et les hommes politiques, au pouvoir comme dans l'opposition, puissent aussi véritablement, d'accord, laisser le champ aussi à la société civile. Faut pas que vous soyez un peu jaloux pour dire que la société civile va venir grappiller ou manger sur notre terrain. Il faut laisser chacun dans sa branche véritablement exercer. Ce que nous avons aujourd'hui, on a une apparence que les sociétés civiles sont inféodées aux partis politiques. On a des sociétés civiles qui vont opter pour le 4e mandat. On a une société civile qui va dire qu'elle est contre le 4e mandat et c'est pas normal. C'est soit vous êtes tous contre le 4e mandat, ou vous êtes tous pour le 4e mandat avec des arguments. Mais aujourd'hui, les sociétés civiles sont inféodées aux partis politiques. Et ça, cela n'est pas intéressant. Et les syndicats, c'est pareil. C'est un peu, voilà, comme la société civile. Tête. Mais il faut véritablement que les syndicats puissent véritablement peser de leur poids.
Ah oui, il faut peser de la poids. Et puis, il faut aussi que les pouvoirs laissent les syndicats. Et puis, les syndicats, il faut faire de la pédagogie. Les syndicats, il faut venir vous exprimer. N'attendez pas que les gens rentrent dans vos bureaux physiques. Il faut aussi prendre la technologie. Comme TikTok et autres, il faut occuper ces choses-là aussi, que vous venez parler aussi aux gens. Parce que les gens entendent de loin syndicat. Mais ils ne savent même pas ce que c'est que syndicat. Pour eux, syndicat, c'est quelqu'un qui chante un mabio. Si je veux mettre un petit peu une dose d'humour. Hein. Non mais, sincèrement, les syndicats, venez sur TikTok. Vous avez votre place ici. Vous avez votre place ici, sur TikTok. Venez. Les gens vont vous bien marre. Ils vont vous insulter. Vos papas, vos mamans. Mais si vous restez vous-même dans votre science de la pédagogie, en fin de compte, les gens vont vous écouter. Ils vont vous écouter. Ah, c'est comme ça, hein. Quand, en Côte d'Ivoire, quand tu veux donner de la voix, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Moi-même là, je suis le premier, je vous ai dit, le jour où tous les Ivoiriens sont d'accord avec moi, je vais me poser des questions. Soit je suis le plus gros hypocrite de la terre, ou je vais me dire, il y a quelque chose. Mais quand les Ivoiriens m'insultent là, je comprends, je me dis, ah, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je pense, et puis il y a des gens qui me poussent aussi peut-être à chercher où je me trompe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, on ne peut pas faire l'unanimité dans un monde. C'est pas possible, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il faut accepter, c'est les règles de la nature. Tu peux pas. Même chez les lions là, entre eux, mâles lions là, ils se bagarrent. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va faire l'unanimité. Donc il faut accepter, ce sont les règles de la nature. La presse. La presse, on a une presse aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est pauvre. Moi-même, je discute avec le président Jean-Paul Leroux, qui est le président des journalistes ivoiriens de France. Mais la presse ne fait plus rêver. On a des porte-plumes, des chapelles politiques. On n'a plus cette presse-là qui va au-delà même des chapelles politiques pour pousser même l'entendement de l'Ivoirien. D'accord? On n'a plus cette plume-là. Avant, moi je me rappelle qu'on avait le journal papier, que ce soit dans le journal sportif, au journal politique, mais laisse tomber. Moi, mon père, il est mimo de base. Donc à l'époque, c'était quoi? C'était Les enfants s'amusent. Sinon, c'était Mimo, non? Il y avait le journal Mimo. Mimo, mais je crois que c'était Les enfants s'amusent. Je ne sais plus. Mais il y avait le journal Mimo qui donnait toute l'actualité. D'accord? De trucs qu'on appelle, comment on dit, de la SAC Mimosa. Tu avais aussi, tu avais un journal de sport aussi, je crois. Non, Ivoire Dimanche, il y avait plusieurs trucs dedans. Mais ces choses-là, même comme Ivoire Dimanche et autres, c'était le Mimosa. Merci, James de Debat. Voilà, c'était le Mimosa. Mais même ID Sport. Merci, tu avais ID Sport, Ivoire Dimanche Sport. Mais c'était des choses, quand tu avais ça, c'est comme si tu avais un journal le 11. Vous voyez le 11 en France. D'accord? La presse faisait rêver. Bon, d'autres disent qu'aujourd'hui, avec Internet, ça fait que... Non, mais avec Internet, on peut aussi innover dans la presse. Il faut trouver une autre manière d'intéresser les Ivoiriens. Nous, à l'époque, nous, on était petits, on prenait les Ivoires Soir, on a lu jusqu'au National de Tapé Koulou, même le Patriote, on a lu le Patriote. Moi, mon père, par exemple, il prenait le Patriote, il prenait le National, il prenait d'autres voix, il prenait les journaux de chaque parti, et puis il déposait. Donc, tu lis les journaux de différents partis, et puis ça te forme, ça te donne une idée. Et ça, c'est important. Mais aujourd'hui, des journalistes, on a l'impression que les journalistes sont des porte-plumes des hommes politiques. Limite, même les journalistes sont devenus des politiques. On a l'impression qu'ils parlent pour les partis politiques. Mais non, un journaliste doit être équilibré. Même si tu as ton courant politique, mais tu dois faire de telle sorte à être équilibré. À être équilibré. Mais tu ne peux pas, en fait, être limite, même, en fait, on a l'impression que tu es un militant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des vérités avec lesquelles on ne discute pas. Quand c'est vert, tu es obligé de dire c'est vert, tu ne peux pas mentir. Tu vas critiquer, mais bon voilà. Mais il faut aussi mettre d'accord ce qu'on dit, il faut revoir votre ligne éditoriale par rapport même aux technologies, d'accord, les réseaux sociaux. Des journalistes, vous pouvez par exemple venir même sur votre une, vous avez votre une par exemple, vous donnez un panel de 30 minutes, où vous venez parler avec les gens, et puis vous dites, si tu veux savoir le truc, va acheter le journal. C'est une forme de communication. Les gars vont te voir chaque matin, mais tu viens faire la promo de ton journal. Et les gens vont s'intéresser à toi. Tout le monde va venir discuter à toi. Tu dis, va acheter le journal. Tu commences, tu mets l'eau à la bouche, va acheter le journal. Et puis tu vas voir les gars, votre truc. Il faut décomplexer, en fait, d'accord, le journaliste. Je parlais de votre côté un peu élitiste, là. Quand vous commencez à écrire, à être des journalistes, on a l'impression que vous pensez que vous êtes déjà arrivé. Non, le journalisme, il doit être auprès du peuple. Le journalisme, il doit être auprès du gars de Yopougon. Il doit être auprès du gars d'Abobo. Il doit être auprès du gars d'Atekoubé. Voilà. Parce que ceux qui vont payer le plus, ce sont ceux-là. Ce n'est pas les boss là. Les boss, ils vous donnent le jet une fois. Mais essayez d'être auprès du peuple.
Si je vous dis qu'Assalé Tiemoko, il n'y a pas de formule Assalé Tiemoko. Ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'Assalé Tiemoko fait plus ou moins normalement. Et puis, les gens sont là, Assalé Tiemoko, Assalé Tiemoko. Il n'y a pas d'autre formule. Donc ça, c'est très important. En ce qui concerne la presse, moi, je ne suis pas de la presse, mais bon, je me suis permis de vous donner quelques pistes. Les mouvements citoyens, ça, c'est très important. Moi, mon mouvement citoyen, il est sur TikTok. Il est sur TikTok. J'ai commencé sur Facebook. Il y a des gens qui m'ont connu. Congo. Quand les gens m'appellent Congo, c'est moi. C'est Nsan Toumblanc. Mais mouvement citoyen. À l'époque, les gens me disaient qu'ils étaient de la société civile. J'ai dit, je ne suis pas de la société civile. Je suis un citoyen ivoirien. Je n'ai jamais voulu créer un mouvement. Parce que je me suis dit, je ne peux pas prendre la voix, l'énergie, l'argent des gens et puis les envoyer dans le biard. Cotiser, faites ci, ça. Mais en fait quoi? Un mouvement citoyen, pour moi, il peut être gratuit. Tu viens, tu t'assois, tu communiques avec tes frères et tes soeurs. Vous échangez, vous débattez. Comme les vieux pères qui sont au quartier, là. Souvent, ils sont en bas et puis ils discutent, ils mentent entre eux pendant au moins 5 heures. Ils mentent. Mais ce qu'on fait là, c'est l'équivalent, mais c'est qu'on essaie de gagner en temps. On essaie de gagner en temps, on essaie d'optimiser avec des sujets où quand chacun part d'ici, quand je ferme, il y a des gens qui disent l'enfant là, il ment, eux, ils sont en vérifier. Ce que j'ai dit là. Et puis souvent, ils viennent. Ah, ce que tu as dit là, c'était pas ça. Hein. Voici. Il y a d'autres qui disent. Et puis ils viennent, ils disent, ah mon frère, merci, tu te rappelles, il y a 2 mois, tu m'avais dit ça là. J'ai vu ça comme ci, j'ai vu ça comme ça. C'est comme les anglo-saxons disent, time is money. Le temps, c'est de l'argent. C'est d'optimiser. Qu'est-ce que tu fais de tes 3 heures? Qu'est-ce que tu fais de tes 4 heures? Qu'est-ce que tu fais de tes 5 heures? Nous, on essaie d'avoir une soif de connaissances et on partage, d'accord, souvent ces connaissances-là. On ouvre des débats au niveau de ce mouvement citoyen qui ne porte pas de nom, qui n'est pas déclaré quelque part. Et puis, voilà. Chacun vient, il émet ses idées, souvent vérifie. Ah, c'est faux. Ah, je me suis trompé, je m'excuse. Ah, tel a dit ci. Ah, tel a dit ça. Merci pour l'information. C'est une sorte de mouvement citoyen. Et je pense que les mouvements citoyens, vous pouvez les créer même au sein de vos maisons, hein, avec votre époux, vos enfants, aborder des sujets dans lesquels vous échangez en famille, mais ce sont des sujets qui sont intéressants avec vos amis, autour d'un verre, avec, je sais pas, même des collègues, autour d'un verre. Ce n'est pas mauvais. Mais on a, effectivement, même devant un damier, devant la Wallet, devant quoi. Mais c'est des sujets qui portent à foison et qui créent et qui suscitent aussi une conscience politique, d'accord, en individu. Donc, je vous ai dit que la politique n'est pas seulement parler du RHDP. C'est la vie de tous les jours. Tout est politique. Tout est politique. Ceux qui vous disent que c'est chaque 5 ans, il faut faire de la politique, c'est faux. Tout est politique. Tout est politique. Si Serge Benoît dit que son concert au Palais de la Culture ou au quoi, je sais pas, ils ont un truc là, la salle des au parc des expositions n'est pas politique, c'est faux. C'est la politique culturelle qui permet que Serge Benoît puisse faire son concert au parc des expositions. Tout est politique. Tout est politique. Je vous dis bien, tout est politique. Il n'y a pas d'autre chose. Si quelqu'un te dit, ah non, à Tengré là-bas, on n'a pas mis un pont, on n'a pas mis de temps. Mais attends, c'est le ministère, d'accord, le ministère des Affaires rurales ou des infrastructures qui doit régir ça. Mais c'est politique. C'est qui donne sa signature, qui alloue le budget. Mais c'est le président. Donc tout est politique. Je vous dis, tout est politique. Celui qui dit que non, IMRA et tant, il dépend de quel ministère. Le bureau ivoirien des droits d'auteur, c'est qui? C'est Madame Remarque. Donc tout est politique. Il n'y a pas quelqu'un. Tout est politique. Tout est politique. On vous dit, ah, les petits garçons là, maintenant, ils commencent à avoir sida, ils sont un peu woubi. C'est qui? C'est le ministère de la promotion de l'enfant, le ministère de l'éducation au concours avec le ministère de la santé. En fait, tout est politique. Tout est politique. Ceux qui viennent qui crient ici, ah, il faut fermer les woubi, il faut faire ça. Celui qui peut demander à ce qu'on enferme les woubi là, c'est le même qui a signé pour qu'on attaque Bredoumi. C'est-à-dire le procureur Brahma, avec les institutions judiciaires et policières. S'il décide de sévir, tout est politique. Ça peut se discuter à l'Assemblée. Tout est politique. Donc, toutes les solutions qu'on peut trouver là, ce sont des solutions exclusivement, écoutez-moi bien, exclusivement politiques. Tu ne peux pas t'élever en Côte d'Ivoire en tant que citoyen, prendre une décision haute sans atteindre les autorités. Mais les autorités font de la politique.
Maintenant, pourquoi on nous a dit que non, c'est pas tout qui est politique? Parce que depuis longtemps, on a voulu faire peur aux citoyens pour que les citoyens n'aient pas une conscience politique. Et ça, c'est depuis le temps d'Houphouët-Boigny. À l'époque, quand tu étais jeune, tu parlais politique, tes parents même te tapaient pour dire si tu fais politique là, tu vas finir en prison parce que c'était des régimes qui étaient forts. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que vous entendez souvent des gens comme Ernest Boka, vous entendez des gens qui ont lutté comme Kagbe Nyagbe, vous entendez des gens, les Jean-Baptiste Moquet, vous avez entendu tous ces gens-là jusqu'à venir à Laurent Gbagbo. Mais les gens ont dit que Laurent Gbagbo était mal élevé. Qui est Laurent Gbagbo? Toi, un fils de pauvre, tu vas t'élever devant Houphouët-Boigny et puis tu croises les pieds. Mais c'est parce que on n'a pas voulu en fait avoir la culture de la contradiction. On a voulu en fait aligner les choses d'une certaine manière. D'accord? D'une certaine manière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand il y a des gens qui sont jeunes, qui parlent, s'ils sont en t-shirt, ils ont un jean, ils parlent de politique, on dit, mais toi, tu es qui? Tu vas venir parler comment du Prado? Mais non, tous les citoyens, même celui qui danse Biama, il a, et bien évidemment, celui qui danse Biama a le droit de parler de la politique. Tout est politique. Il n'y a pas un citoyen qu'on ne peut pas exclure. Tout le monde a le droit de parler de la politique. Tout le monde, sans exclusivité. Mais il faut juste aider le peuple à avoir les outils et les armes pour comprendre ce que c'est la politique. Parce que c'est comme si tu prends quelqu'un qui n'a pas un code d'accord de conduite, il ne saura même pas l'importance d'un feu, il ne saura même pas l'importance de la pédale d'accélération, il ne sera même pas en fait changé en 3e ou en 4e. Il faut juste maintenant, d'accord, avoir des vecteurs pour que les populations puissent prendre conscience. Même celle qui est à la maison, si on dit le SMIC est à 60 000, ça va pas plaire à beaucoup de personnes, mais il faut qu'elle soit consciente de ses droits. C'est un absolu. Et c'est comme cela que nous allons bâtir une société intéressante. Maintenant, l'amélioration des politiques publiques. Les politiques deviennent plus efficaces lorsque la population exprime clairement, écoutez, ses priorités. Demandez à des Ivoiriens, allez dans un quartier, mettez votre caméra, allez demander à des Ivoiriens, c'est quoi tes priorités? Vous allez entendre des choses, vous allez dire, c'est pas possible. Vous allez entendre des choses, vous allez dire, c'est pas possible. On va même prendre ça au second degré. Il y a d'autres qui vont te dire, ma priorité, tiens, moi, ma priorité, c'est Mougou. Excusez-moi, hein, c'est pas pour être vulgaire, mais j'ai déjà vu sur YouTube. Ça fait rire. Hein? Mais il y a un mal profond. Il y a un mal profond. Et non, il ne faut pas rigoler, résumer. C'est vrai, il y a un mal profond. Il y a un mal profond. Il y a des demoiselles, tu vas les voir, tu dis bonjour, bonjour. Oui, on dit quoi? Tu vas voir une bonne. Quelles sont tes priorités? Elle va aller gratte sa tête. Ça dit quoi, priorité? Non, ce qui est important. Elle dit, ah non, moi, tant qu'elle ma pommade. Et puis, il a acheté mon tissage. Et puis, en tout cas, mon gars, il maigrait bien là. Et si dedans. Mais il y a un mal profond. C'est pas la comédie. Il y a un mal. Au-delà du truc drôle, mais il y a un mal en bas. Il y a un mal. Il y a un mal. Parce qu'on n'a pas de conscience politique. Je te jure. Il y a des gens même qui ont dit, ils vont te dire, ah, Adolphe Babo, ah tiens, moi, Joe, il pouvait boire ma bière. Et puis on rigole. Mais il y a un mal. Parce qu'il sait que s'il choisit un camp, là, il peut avoir des répercussions. Le fait qu'il soit filmé. C'est pour ça qu'il y a des gens, même quand ils choisissent l'opposition par rapport au pouvoir, on dit, ah, c'est l'enfant guerrier. Vous avez vu? On en rigole. Mais au-delà du côté où on rigole, il y a un mal. Parce que normalement, tu as le droit de choisir qui tu veux. Et le fait de choisir quelqu'un, c'est pas ça qui va t'envoyer en prison. Absolument pas. Donc, vous voyez, regardez dans le miroir, vous, Ivoiriens. Regardez, ce que j'ai dit qui fait rire tous les jours, on rigole là. C'est parce qu'il y a un mal. Celui qui veut y choisir son martien, celui qui veut choisir son temps, ce sont les lois qui vont permettre maintenant que vous allez compétir. Mais tu choisis qui tu veux. C'est pas le fait de choisir quelqu'un que tu seras regardant en chien de faïence. Où est-ce que je veux dire? Cette difficulté. Il y a des gens, quand Gbagbo était au pouvoir, ceux qui étaient dans l'opposition, quand ils exprimaient leurs difficultés, il y a des gens, au moment où Gbagbo était au pouvoir, disaient, voilà, vous êtes des fainéants, vous êtes des temps. Eux aussi, quand ils viennent au pouvoir, quand les autres se plaignent, ah, il n'y a pas de boulot et autres, ils disent non, même s'ils ne travaillent pas, pour mentir, parce que son assentiment n'a pas de conscience politique. Il va dire, moi-même où je suis là, il vient de Jossi, il y a boulot partout, il y a travail partout, c'est parce que vous êtes des fainéants.
Vous êtes des feignants. Parce qu'ils supportent un clan politique. Il ne doit pas trahir le clan politique, quel que soit Alpha. C'est-à-dire, il ment. Lui-même n'a pas de boulot. Mais il va te dire qu'il y a travail partout. Donc, cet élément-là est très important. Il faut, d'accord, bien évidemment, que les populations expriment clairement leurs difficultés. Et il n'y a pas de mal à exprimer vos difficultés. Ça ne fait pas de vous des feignants, ça ne fait pas de vous des chômeurs. Mais si tu n'exprimes pas tes difficultés à l'État, tu vas exprimer des difficultés à qui? Non, attendez. Je vous dis que tout est politique. Aujourd'hui, tu veux entreprendre en Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est à qui tu vas exprimer tes difficultés? C'est à ton père? C'est à ta mère? C'est avec tes enfants? C'est à l'État. C'est à l'État que tu dois exprimer tes difficultés. Ce n'est pas de la mendicité. C'est aucunement de la mendicité. Ton entreprise, pour l'installer en Côte d'Ivoire, là, les documents sont régis par qui? Qui te donne l'autorisation d'implanter ton entreprise? Mais c'est l'État. Ce n'est ni ton père, ta mère, tes enfants. Donc, quand tu as tes difficultés, c'est à l'État que tu dois t'exprimer. Et non au président de la République. Parce que le président de la République n'est pas l'État. L'État, c'est toi. L'État, c'est moi. Et l'État, c'est ce qu'on délègue. Donc, le ministère auquel tu as affrété, tu t'exprimes, tu t'adresses au ministre et non au président. Parce que vous faites une erreur. Quand vous venez, Papa Ado, pardon, Papa Ado, aide-moi. Non, c'est pas comme ça. Papa Ado n'est pas un roi. Il y a des ministres qui travaillent autour. C'est au ministère de tutelle que tu t'exprimes. C'est au ministère de tutelle, tu ne t'exprimes pas. Papa Ado n'est pas un roi. Ben, vous tous vous êtes là. Papa Ado, je souffre. Papa Ado, faut voir mon chaos. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a des ministères auxquels il faut t'exprimer. Il y a d'accord des directions auxquelles il faut d'accord s'exprimer. C'est comme ça. Donc c'est tout un fourre-tout, un bordel qui ne dit pas son nom. Parce qu'on n'a pas de conscience politique et les populations ne sont pas formées à cela. Vous qui parlez beaucoup, vous faites des émissions quotidiennes là. Venez sur TikTok, d'accord? Mais je lis un commentaire de Zié Soro. Non, je ne suis pas d'accord. Apprenons à entreprendre nous-mêmes. Mais Zié, mon ami Zié, mais quand tu entreprends, tes documents, qui te les donnent? C'est toi-même l'entrepreneur? Zié Soro, je te pose la question. Quand tu entreprends là, parce qu'il y a entreprise et entreprise, hein. Ben, si c'est pour vendre arachide au bord de la route, bon, bonne chance si tu vends ton arachide. Ça, c'est dans l'informel. Mais quand tu veux entreprendre, tu veux faire ta petite entreprise, Zié Soro, mon ami Zié Soro, c'est qui te donne les autorisations? Le secteur privé, là. Qui régit le secteur privé? C'est pas l'État. C'est pas l'État. C'est qui? C'est de ça que je parle. Je ne demande pas de tendre la main. Je dis de composer avec l'État. Et c'est l'État, c'est vous les entrepreneurs qui pouvez permettre que le secteur privé ait des améliorations parce que vous êtes dans ce secteur-là, vous savez ce qui est bon pour vous. Et c'est à vous de peser de votre poids pour qu'on mette plus, d'accord, les éléments pour que vous puissiez davantage encore entreprendre. Parce que quand vous entreprenez, quand vous faites des bénéfices, quand vous faites des recettes fiscales, c'est pour le bonheur de qui? C'est pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Mais on doit mettre les conditions pour que vous soyez des entrepreneurs, des futurs milliardaires en Côte d'Ivoire. Mais ça nous arrange. Zié Soro aussi, demain, tu es milliardaire en Côte d'Ivoire. Et tes milliards, là, tu les bouffes en Côte d'Ivoire. Et les bénéfices, là, tu les bouffes en Côte d'Ivoire. Mais c'est des milliers d'Ivoiriens qui vont bénéficier aussi de tes milliards indirectement, frère. Donc, ce que j'ai dit, je n'étais pas en train de dire de faire à la carte diamant auprès des gens qui sont assis. Non. C'est tout ça qui est la conscience politique. L'entrepreneur même doit avoir une conscience politique. Regardez au Nigeria. Vous avez vu la dernière canne? Les Nigériens sont venus avec des hélicos. Des hélicos. Ils sont venus avec des hélicos. Ils sont venus faire le bouquin. Mais derrière, c'est parce qu'il y a une conscience politique. Et celui qui a mené cela, c'est Olusegun Obasanjo. Il a regardé l'économie du Nigeria. Il a dit, mais avec tous les capitaux étrangers qui rentrent au Nigeria, mais les gars repartent avec leurs bénéfices. Mais pourquoi pas en créer ici? Eh oui. Et il a fait des milliardaires au Nigeria. Malgré qu'il y a une population très pauvre, je ne suis pas en train de dire que le Nigeria, c'est le paradis, mais il y a des Nigériens aujourd'hui qui sont très puissants. Et dans tous les secteurs, télécommunications, banques, pharmaceutiques, ils sont partout. Des Nigériens sont représentés dans les raffineries et autres. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas le même cerveau que nous avons. Mais tout ça, il faut avoir une conscience politique. Il ne faut pas attendre à chaque élection que les gens viennent nous blaguer que des Ivoiriens vont être milliardaires. Mais les prochains 5 ans, est-ce que vous leur demandez? Vous ne leur demandez pas cela. Il faut des champions nationaux, tout à fait. Comme l'a dit le noble Kondji. Alors, et puis les attentes, c'est de ça que je parlais.
Des gens viennent vous dire, oui, voilà, dans 2 ans, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, 3 ans, 4 ans, 5 ans arrivent. Rien ne se fait. Mais tu ne lui poses même pas des questions. Tu ne lui poses pas des questions, tu ne manifestes pas tes attentes. Mais le gars s'en fout de toi. Et quand tu parles de ça, on te dit, non, toi, Ivoirien, tu n'as pas le droit de dire ça. Mais attends, le gars qui est là, il travaille pour qui? C'est pour son père, c'est pour sa mère. Quand tu dis ça, les gens veulent te tuer. Quand tu dis que l'argent de Côte d'Ivoire n'est pas sur un compte bancaire portant le nom d'un individu, c'est au trésor. Et ce trésor-là, c'est l'argent des gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. On veut te tuer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Montrez-moi un compte bancaire de l'argent de Côte d'Ivoire, vous avez vu le nom d'Oufoué-Boigny. Ça n'existe pas. Si cet argent existe quelque part, normalement, il faut prendre cet argent-là, si ça n'appartient pas au Oufoué-Boigny, et rapatrier ça dans nos comptes publics. Oui, 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 oui. Ça, moi, je le dis sans complexe. Je ne connais pas un compte qui porte le nom de Bédier. Je ne connais pas un compte qui porte le nom de Guéhi. Je veux dire l'argent public. Hein. Je ne connais pas un compte qui porte le nom de Gbagbo. Je ne connais pas un compte qui porte le nom de Ouattara. Je ne connais pas. Non, soyez conscients de ce que vous êtes, les gars. N'ayez pas de complexe. Hein. Vous savez, chez les francophones, on est beaucoup complexé sur l'argent. Hein? Ceux qui sont... Enfin, on a hérité ça des Français. C'est des gens qui sont très aigris. Ils n'aiment pas parler d'argent. Donc, on a pris ça chez nous. Il faut être décomplexé par rapport à l'argent. Il faut parler des milliards. Je ne dis pas milliards pour les détournements, mais il faut parler de façon décomplexée parce qu'on a l'ambition de bien gérer les milliards et d'en fructifier davantage et de faire des milliards. C'est très important. Il ne faut pas être complexé par rapport à ces choses-là. D'accord? D'accord. Vous ne pas faire dans la fumisterie, hein, mais il faut pas être complexé. Donc, permettre de mieux orienter les budgets. Ah, vous voyez, il faut permettre de mieux orienter les budgets qui sont l'éducation. Voici la priorité. La priorité, l'éducation. Bon, il y a eu 1500 milliards qui a été investis aujourd'hui sur Marie Toukoné. Je crois que c'est le budget le plus colossal hein, qui a été investi sur l'éducation, sur le budget 2026. On attend de voir ce qu'il en sera de ces projets, de la réalisation de ce qu'il en sera. Mais je veux dire, l'éducation, c'est 30 ans. Je vous dis, 30 ans de retard. 30 ans de retard que nous avons en Côte d'Ivoire. On a failli, c'est-à-dire que... Attends, nous sommes en 2025... 1995, je dirais même depuis les années 90, je dirais 35 ans, 36 ans. L'école ivoirienne s'est arrêtée depuis 36 ans. Parce qu'on a essayé de faire, on a essayé même de faire avec, mais l'école ivoirienne depuis, je vais dire, le début des années 80, la mi-80, on va dire facilement 35 ans, 36 ans. L'école ivoirienne, c'est pas possible. Les gens ont essayé de faire avec les Bala Keïta, Bamba Bamoussa, Pierre Kipéré. Ces différents ministres-là ont essayé, mais l'école de Côte d'Ivoire s'est arrêtée, s'est estompée. Depuis 36 ans. Donc, on a hérité, d'accord, de ces 36 ans d'improvisation. Parce qu'on n'a pas mis l'argent, vous savez, pour créer des ingénieurs, pour créer même des entrepreneurs puissants, pour créer des architectes, pour créer des docteurs puissants. Il faut mettre tous les éléments. Tous les éléments. Je dis bien tous les éléments. On doit chouchouter. L'école, les enfants doivent être la prunelle des yeux de l'État. C'est comme si tu formes des futurs guerriers. Mais tu les donnes les meilleurs entraîneurs militaires. Tu donnes les meilleurs entraîneurs militaires. Parce que c'est un investissement à long terme. On ne voit pas l'investissement à l'instant T, mais dans 30 ans, ça paie. Regardez l'Iran. Regardez l'Iran. Ils étaient partis dans les années 70 avec je ne sais pas combien d'ingénieurs, 200 ingénieurs ou je ne sais plus combien d'ingénieurs. Mais aujourd'hui, ils sont à des milliers d'ingénieurs. Et vous savez l'importance d'un ingénieur. L'ingénieur pense, il conçoit dans tous les secteurs. Et la Côte d'Ivoire, voilà, on a manqué le coach. Regardez la condition de nos enseignants. Regardez même la formation de nos enseignants. Souvent, tu as des enseignants qui parlent. Toi-même, tu as honte. Qui écrivent, qui rédigent, tu as honte. Mais c'est un danger pour l'avenir. Quelqu'un qui est mal armé, qui ne sait pas utiliser un canon, et puis lui, il enseigne les gens à tenir un canon. Mais c'est des dangers pour le pays. Un jour, ils vont retourner le canon contre le pays. Et je ne suis pas en train de rigoler. Je tire sur la sonnette d'alarme. Et il faut que nous tous en prenions conscience de cela. C'est pour ça que quand on vous parle de la conscience politique, c'est de ces sujets-là qu'il faut parler. Il faut qu'on trouve des solutions. Je tire sur cette vidéo que nous faisons. C'est une vidéo qui va demeurer là. Mais dans quelques années, si on continue comme ça, vous allez voir la catastrophe. Parce que les enfants qui sont en préparation,
Qu'est-ce que demain ils vont donner dans le monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'ils vont donner au sein de l'administration? Des gens qui ne savent même pas comprendre la synthèse d'un texte, des gens qui n'ont même pas une logique pour comprendre les choses, des gens qui ne peuvent pas bâtir, des gens qui ne peuvent même pas concevoir des bilans comptables, des business plans, mais c'est des dangers pour le pays. Et là, on ne te parle pas, d'accord, on ne te parle pas des partis politiques. C'est un échec total. Parce que quand ils travaillent, l'administration fait une répercussion sur la société. Donc, ça, il faut avoir une conscience politique. Ce n'est pas une question d'être trop intellectuel et autres. Hein. Je tire sur la sonnette d'alarme pour qu'on comprenne. Parce que demain, quand il y aura le danger, il ne faut pas qu'on dise que Dieu nous a maudits. Tout à l'heure, il parlait des pasteurs. Laissez en fait de Dieu nous a maudits. C'est ce qu'on a sémé là, qu'on récolte. Parce qu'au moment où certains, 2-3 personnes étaient en train de critiquer cela, on dit donc toi là, tu as la haine. Au lieu de vraiment s'asseoir là-dessus pour véritablement penser. Pour nous tous, notre bonheur. Parce que demain, s'il y a des super financiers, il y a des super ingénieurs, il y a des super scientifiques, mais c'est nous tous qui bénéficions. Sachant que notre pays est un pays d'accord à caractère agricole. On n'a même pas encore atteint le niveau d'accord d'une industrialisation. On n'a même pas d'économie secondaire. On est sur une économie à caractère primaire, agricole. Donc vous voyez le bien que ça fera. Imaginez une Côte d'Ivoire industrialisée sur tous les plans. Mes frères, on est combien? 322 463 km². Les gars, en mangeant en poids, comme en fait Zagba le requin le dit, mais en poids, on sera bien en poids, pour le bonheur de tous. Et c'est très important. Alors, la cohésion sociale et l'identité collective. Quand j'ai écrit ça, j'ai écrit ça, la cohésion sociale et l'identité collective. Il y a des gens qui disent on est réconciliés. On est réconciliés. Oh, ceux qui disent que dans la Côte d'Ivoire, elle est divisée, oh, c'est des menteurs, on est réconciliés, oh, on est réconciliés. C'est faux. Moi-même, dans mon quartier, là, hein, je suis là, et moi, il y a des bêtés. Hein, moi, je suis dans mon quartier, là. C'est un guerrier qui est mon voisin. Hein, on est tous ensemble, on est réconciliés. Mon ami, c'est faux. Hein. Le guerrier, là, hein, peut-être qu'il a perdu son parent en 2010. Et puis, il a gardé ça dans son cœur. Vous voyez ça qu'actuellement, s'il s'élève, là, c'est ton camp qui est là. Tu entends ce que je te dis? C'est ton camp qui est là. Donc, il sait qu'on va tirer sur lui. Donc, souvent, il est là et puis il fait Il te sourit, hein? Mais il te sourit un hypocrite. Mon frère dit quoi? Il a faux, mon frère. Donc, tu dis que vous êtes réconciliés? Non. Si tu penses que vous êtes réconciliés, il faut demander aux frères. Frère, il y a eu la crise de 2011. Je sais que tu as perdu quelqu'un. Hein? Moi, j'ai perdu quelqu'un. Mais c'est comment? Est-ce que les gars sont venus par rapport à la commission, au ministère de la réconciliation? Est-ce qu'ils t'ont dédommagé? Tu vois ce que je dis? Même si le gars te dit dédommager qui? Dédommager. Tu dis non. Mais on dit actuellement là par rapport à tout qui est un soutien psychologique, il faut faire pour ça déjà c'est la conscience politique. C'est-à-dire déjà tu te soucies du mal de l'un, l'autre naturellement se souciera de ton mal. Ça doit être vice-versa, ça doit être transversal. Les douleurs ne se vivent pas selon le parti politique. Un parti politique qui fait de la récupération sur un mort, il est mal parti, c'est un danger pour le pays. Par exemple, on ne peut pas pleurer les 8 femmes d'Abobo et oublier tous ceux qui sont morts dans l'Ouest. Oublier ceux qui sont morts au centre. Des morts sont des morts. On doit même prendre même une gerbe et dire plus jamais ça, plus de morts comme ça. Et quand on célèbre les morts ensemble. Ta douleur est la mienne. Même si on n'est pas d'accord, on va discuter. Mais le fait de choisir une date où on célèbre nos morts tous ensemble, ça va devenir une habitude. Et ça va apprendre aux jeunes, aux nations futures, qu'il n'y a pas de martyr RDR, il n'y a pas de martyr PPACI. Il faut aller de l'avant. C'est important. Est-ce que vous avez compris? Mais on ne fait pas de la récupération pour dire nos morts, nos morts, nos morts. Surtout quand on est à la tête de l'État. Un parti politique peut dire, dans son contexte, on a nos morts, on pleure nos morts. C'est leur droit, c'est le parti politique. Ils ont leurs militants, leurs sympathisants. Mais quand tu es à la tête de l'État, tu dois te surpasser au-delà de ton clan. Si les autres ont échoué, toi, tu viens pour te surpasser. Tu ne viens pas faire comme les autres. À partir du moment où tu viens faire comme les autres, tu te comportes comme un parti politique parce que tu n'étais pas à la tête de l'État. Mais c'est ce que je viens de dire. Si tu as l'idée de sensibiliser et de parler des morts, mais
Une douleur ne s'efface pas, les ressentis ne s'effacent pas par un coup de baguette magique. C'est l'audace qui fait. Tout à l'heure, je viens de parler de quoi? Des dédommagements, d'assistance psychologique pour tous. Mais il faut que celui-même qui ne croit même pas encore même à ton État ou à ta République, là, le fait déjà même qu'il y a une assistance psychologique, il y a un dédommagement, mais il va dire, ah, moi-même l'État, moi-même je fuis l'État, mais l'État en train de me mettre dedans. Il faut essayer. Il ne faut pas dire que non, l'autre, il est hermétiquement fermé. Ah non! Quand tu as la tête de l'État, c'est comme ça. Tu ne dois pas faire des différences. Tu ne dois pas faire des différences. Parce que laisse ton parti politique gérer les affaires politiques. Mais toi, quand tu viens là, tu es pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Imaginez-moi un Toumlan. Vous croyez que je ferai la distinction entre un militant RHDP, un militant PDCI ou un militant PPACI ou un militant tant si je suis aux affaires? Jamais de la vie. D'abord, ce sont des Ivoiriens. Je donne un exemple. Mais ce sont des citoyens ivoiriens à la même enseigne. Et bien sûr, il n'y a pas de différence entre... Vous êtes des citoyens ivoiriens à la même enseigne. Et votre argent est votre argent. Ce que vous donnez comme moyen, comme recette à l'État, c'est votre argent. Est-ce que votre argent a une couleur politique? Votre argent n'a pas de couleur politique. Votre argent n'a pas de couleur politique. Il faut mettre en avant, il faut créer les conditions pour que... C'est votre État. Ce n'est pas l'État d'un parti. C'est votre pays. Qu'est-ce que vous faites de votre pays? On vient provisoirement louer la gestion de votre pays, mais c'est votre pays. Ce n'est pas le pays d'un parti politique. Vous avez déjà vu un parti politique s'enfermer seul dans un pays, ça n'existe pas. Même s'il veut le faire, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est votre pays. Et pour moi, cela est très important. Cohésion sociale et identité collective. Fatlas, il faut laisser faire de dire les gens qui ne sont pas attendus nordistes. Là, je parle d'un truc qui est clair actuellement. Il y a un pouvoir qui est là, qui est en place. C'est à eux. Toi, ton point de vue, tu as entendu chez les gens. Mais quand nos affaires, là, notre rôle, c'est de ne pas seulement prendre en compte ça. C'est d'agir. C'est ça, c'est très important. L'identité collective. Ah. Mais vous savez, comment on peut savoir l'identité collective? Ça, moi, je l'ai vu. Oui, louer la gestion, ça veut dire que quand tu es là pour 5 ans. Ah, tu n'es pas installé définitivement. C'est le peuple qui te choisit. Tu es là pour 5 ans. Tu peux être là pour 5 ans, les prochains 5 ans, tu n'es pas là. Tu n'es pas en résidence perpétuelle. Tu es en location. C'est provisoire. Tu as un programme, tu viens l'exécuter, tu viens le truc, mais tu n'es pas dans ta maison définitive. Tu n'es pas sédentarisé. Le pouvoir ne t'appartient pas. Tu n'es pas un roi. Tu n'es pas un empereur. Le pouvoir appartient au peuple. Et ça, ce n'est pas de la théorie, c'est un principe. Si on est dans cette façon de fonctionner là. Maintenant, l'identité collective. Vous savez où j'ai su qu'on n'a pas d'identité collective? Je l'ai su en fait, d'accord, pendant les gestions de Gbagbo. C'est-à-dire, la rébellion était de son côté. Et puis les partis politiques étaient à Abidjan, ils étaient à Abidjan partout. Et puis, le pays a agressé en dehors de la rébellion. C'est-à-dire, par exemple, la France. Et puis, les gens de Gbagbo, ils sont là. On est contre la France. On est contre la France. Libérez, libérez. Et puis tu as le PDCI qui est comme ça. Tu as le RDR qui est comme ça. Mais on ne peut pas avoir d'identité collective. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui réunit en fait d'accord les Ivoiriens politiquement. Si tu vois une alliance, c'est dans l'élection. Hein. C'est-à-dire que c'est pour dégager l'autre. C'est pour dégager l'autre. Et puis eux viennent se mettre. Sinon quand on dit union nationale là, de tous les partis politiques contre l'agresseur, l'envahisseur. Moi, je n'ai jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire où tous les partis se sont mis ensemble. Tous les partis se sont mis ensemble contre un envahisseur, d'accord? Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Donc, pour moi, l'identité collective, on n'a pas encore atteint ce niveau. On n'a pas encore atteint ce niveau, c'est pas possible. Et tant qu'on n'atteindra pas ce niveau-là, on sera des petits pays. Parce que les pays que vous voyez, la France, ils ont eu leur guerre, ils ont eu leur truc. Hein. Mais amusez-vous, attaquer la France. Vous allez voir Mélenchon avec Marine Le Pen, ils vont se mettre ensemble. Venez attaquer la France. Dire que les terreaux te vont attaquer Paris, là, tout est fait tomber. Je dis, vous allez voir Mélenchon. Mélenchon et Marine Le Pen, ils vont se mettre ensemble. Oui. Ils vont pour Charlie, effectivement. Ils vont pour Charlie. Blanc. Blanc. Oh, vous connaissez mal les blancs. Vous voyez les trucs des AES là. Quand les Français, leur jeton droit, truc là,
Vous voyez Mélenchon qui est là-bas. Vous croyez que Mélenchon il est content? Mélenchon il essaie de bembéar pour essayer toujours de... Mais il fait du lobbying pour la France. Hein? Vous croyez que quoi? Quand Mélenchon les voit là, il fait du lobbying pour la France. Il n'a pas le choix. Les pays de l'ailleurs sont décidés. Mais blanc, quand il s'agit de leurs intérêts, tu as déjà vu Mélenchon parler de Kadhafi? Jean, ça là, c'est Dagbachi, on parle devant. Mais si on dit la France gagne blé d'affaires de Kadhafi là, ils sont tous ensemble. Il n'y a pas... je vous dis, je suis clair, je connais les moraux. Ils sont tous ensemble. Et puis en dehors de ça là, ils sont européens. Ils sont européens. Ils sont tous ensemble. Les Occidentaux, vous amusez, c'est nous, on n'a pas encore compris. C'est nous, on vient, on est souvent divisés. C'est la démocratie. Blancs, ils sont toujours ensemble. Quand vous les voyez dans nos pays là, vous voyez des gens du Parti Socialiste qui se disputent avec des gars de la droite. Les Français qui sont chez vous en Côte d'Ivoire là, vous avez vu des gens de Mélenchon se battre avec des gens de la droite ou quoi en spectacle en Côte d'Ivoire. Vous les voyez? Vous dites c'est quoi? C'est des Français. Les Français, les Français. Vous ne voyez pas quelqu'un qui est de droite, quelqu'un qui est de gauche, quelqu'un qui est de Mélenchon. Vous les voyez, vous dites les Français. C'est comme ça. À l'extérieur là, ils sont ensemble. C'est ça qu'on appelle l'identité collective. On n'a pas encore ça. Et ça, il faut apprendre. Parce que nous, à l'extérieur, on aime souvent se donner un spectacle. Je suis pour autant, je suis pour autant, je suis pour autant, je suis pour autant. Comment vous allez devenir une diaspora économiquement puissante? C'est politique seulement, il n'y a pas l'argent. Alors, sentiment d'appartenance. Il faut avoir, et puis ça c'est important. J'ai dit, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Vous êtes dans la diaspora, vous êtes pauvre. Excusez-moi. Même si un est milliardaire, il est seul à être milliardaire. C'est quand il y a Côte d'Ivoire, là, on porte nos vilains maillots orange là, pour et puis d'un coup du bateau, bang, bang, bang. Moi, je suis fatigué, en tout cas, de gagner Coupe d'Afrique seulement pour dire je suis ivoirien. Je veux aussi, d'accord, être ivoirien, puis avoir les meilleurs fruits du pays. C'est-à-dire qu'on me craint quand ils marchent dans la rue là. Ah ouais, t'as vu, c'est un ivoirien. Ah ouais, ils sont comme les Saoudiens, ils sont comme ça. C'est possible. On aime trop le folklore. On aime... Non, non, mais c'est la vérité. On aime trop le folklore. Et nos grosses vestes là en Europe, on est là, on parle seulement, on parle. Il faut de la diaspora qui pèse, qui a de l'oseille, qui crée, qui achète des bâtiments partout. Il faut ça. Ça donne une fierté d'appartenance. Tu vas même pas t'occuper des politiques même. Politique va rien te dire. Stabilité sociale. D'accord. Stabilité. Tout ça, ça contribue à la stabilité sociale. D'accord? Ça contribue à la stabilité sociale. Maintenant, dans les inconvénients, on a la manipulation politique de la masse populaire. C'est ce qui se fait en Côte d'Ivoire. On instrumentalise les populations avec les partis politiques, avec des leaders communautaires, qu'ils soient du nord, de l'ouest, du sud, du centre. D'accord? Et violence, risque de dérapage. Vous connaissez, on voit ça en Côte d'Ivoire. Simplification abusive des problèmes complexes. D'accord? Sur l'économie, la fiscalité, je vous ai parlé des informels. Bon, je rentrerai dans tout cela une prochaine fois. Mesdames et messieurs, je voulais faire une seconde partie sur l'AES. Mais je vais devoir m'arrêter parce que je suis fatigué. J'ai quasiment plus de voix. J'ai quasiment plus de voix. C'était un réel plaisir d'avoir échangé avec vous. J'ai tellement pris plaisir. Moi-même, ça m'amusait. J'ai pris plaisir à participer avec vos écrits. Mais pour être sérieux, la conscience politique, je dis bien la conscience politique, est quelque chose de très important. Ce n'est pas un sujet aussi simple. Vous voyez, on peut passer des heures et des heures à en débattre et en parler. Mais vous voyez que c'est un sujet qui nous rassemble tous. En ce qui concerne l'implication de la masse populaire dans la vie politique, ça nous rassemble tous, quel que soit notre niveau académique, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos sensibilités. Ce sont des sujets qui sont importants. Et même à en parler, discuter même au sein de nos maisons, avec notre niveau d'expression. Parce qu'on ne peut pas tous parler de la même manière. D'accord? On ne peut pas parler de la même manière, mais on peut expliquer à notre niveau. On peut expliquer à notre niveau. Et ça, c'est très important. J'ai voulu faire cela parce que pour moi, c'est l'une des introductions à la conscience politique. La masse impliquée dans la chose politique de son pays, c'est l'une des introductions. Parce que souvent, on ne franchit pas ce cap-là et puis on ne se pose pas les bonnes questions et on se jette dans le vide. Ça, c'est le b.a.-ba. Et puis après, on pèse le pour et le contre et on comprend. La méritocratie, pour moi, j'appelle pour moi, en tant que villageois,
C'est la loi de la sémence. La méritocratie, c'est la loi de la sémence. On n'a même pas besoin. Moi, je vois les gens qui font... Ils viennent faire des trucs pendant 2 heures d'exposé. La méritocratie, c'est la loi de la semence. Parce que la nature même te récompense à la hauteur de ton respect de la nature. Mais il n'y a pas... Mon ami, bon, pendant toute l'année, tu n'étudies pas. Et puis tu vas passer ton examen. Et tu obtiens ton examen avec mention très bien. Mais tu as une exception. Tu as une exception à la règle. Sinon, il y a une règle. Et l'exception, elle n'est pas forcément tout le temps dans la règle. Elle sort de la règle. Mais dans la règle, là, toute l'année, tu te prépares, tu étudies, tu te prépares. C'est en fonction de tes efforts semés qu'il y a 95% de logique que tu obtiennes ton examen. Avec une mention très bien, à bien et autres. Mais tu es un planteur. Au moment de la semence du cacao, tu es endormi. Tu plantes les mauvaises semences. Et puis tu t'attends à un tonnage excessif et de qualité. Mon ami, il faut laisser les miracles. Hein. Tu plantes graines, tu n'auras pas orange. Il faut arrêter. C'est une question de discipline. Et chez nous en Côte d'Ivoire, nous savons que la discipline est entre. D'accord, la discipline est avant le travail et est après l'union. N'est-ce pas, cher ami? Donc la discipline est au milieu. Mais tu vois que la discipline précède le travail. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas être un bon travailleur. C'est impossible. Moi, je vois des gens ici, tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas être un bon travailleur. Mais si tu es discipliné dans ton travail, pourquoi tu es étonné que tu récoltes des fruits? Aussi injuste que la nature soit, mais à un moment, cher ami, tu seras récompensé. Tu seras récompensé, naturellement. Ça s'appelle la loi de la semence. Moi, c'est quelque chose que j'utilise dans tous les domaines. Et souvent, quand j'ai des échecs, je ne suis pas surpris d'avoir des échecs. Hein, parce que je n'ai pas été discipliné, parce que je n'ai pas bien sémé. Ah, c'est la vie. Je ne vais pas accuser Pierre ou Paul ou Jacques. Voici ce que je voulais dire, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié ce volet-là assez généraliste. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre quand même 2-3 personnes parce que ce serait un peu orgueilleux de ma part de disparaître de la sorte. Donc, je ne sais pas. J'ai vu... Ça sera pour une prochaine fois.